Il y a encore la voix de Plénel des hommes, là, qui était certainement avec Paula hier soir. On a beaucoup parlé, enfin, il a beaucoup parlé de la République sociale, la République démocratique et sociale, et c'était celle des insurgés de Clapsy. Les insurgés de Clapsy, ceux qui ont défendu la République en 1851, étaient des boxeurs. Et aujourd'hui, donc voilà, on a le plaisir d'avoir Thomas Boucher, qui est un spécialiste du 19e courant utopiste, pour évoquer plein de choses. Michel Cordillon, que vous connaissez certainement, qui est il est président d'Adiamos, que vous connaissez peut-être aussi, un gros travail sur l'histoire politique de Lyon et plus largement, et surtout aussi quelque chose de très important qui travaille au métron. Et le métron, c'est le dictionnaire du mouvement ouvrier. Et ça, c'est important. Et si je me souviens bien, les insurgés de Clapsy, la liste qui avait été répertoriée en 1997 est complète. Il n'y avait pas une histoire comme ça. Voilà. Voilà. Donc en fait, c'est tous ces gens qui sont des gens qui n'ont pas forcément eu une grande histoire. On peut trouver quelques lignes et quelques graphies dans ce dictionnaire. Je ne sais pas s'il n'est pas le plan d'ouverture aujourd'hui. Voilà, il est. Voilà, il est. Ça vient. 150 000 offices. Et ça va venir. Et Jean Vigreux de l'Université de Dijon, avec Thomas, plus spécialisé, plus de la Seconde Guerre mondiale. C'est ça? Non? Ouais. Et puis, qui œuvre énormément au musée de la Résistance. Je n'ai pas essayer d'en biographie très bien, mais ce sont des gens qui, depuis longtemps, font en sorte que le grand public accède à l'histoire. Et ça, c'est important. Donc, je vais te passer la parole, Thomas. Et puis voilà, toujours ce festival Résistance qui s'appuie sur cette mémoire de 1851. On a la chance, je ne sais pas si on peut dire la chance, mais il se trouve qu'à Clapsy, ces événements-là se sont produits et on peut vraiment s'appuyer sur cette mémoire pour construire aujourd'hui une manifestation, une mémoire. Merci. Bien. Merci Mike. Je pense que je ne travaillerai pas si je parle au nom de studio que nous formons. Voilà, vous pourrez le redire, mais grand merci à Mireille Allon pour tout ce qu'elle a fait, tout ce qu'elle continue de faire, pour son énergie, son enthousiasme. Et pour ne prendre qu'un exemple pour l'extraordinaire qualité de ce documentaire sur Montcharnon, qui a été diffusé il y a quelques jours et qui est un grand documentaire. Merci aussi à vous. Nous arrivons de l'exposition 1848. Et voilà, il y a un petit micro-doc, et on avait envie, tous les trois, de dire la reconnaissance que nous devons au Clapsy. Le Clapsy 1848 qui a vécu le début de la Deuxième République, le Clapsy 1851 de la résistance au coup d'État, et le Clapsy d'aujourd'hui qui reste fidèle à cet esprit de résistance. Et voilà, c'est important d'être ici. Dans ces circonstances tout à fait particulières, on a aussi visité le musée de Clapsy avec un guide hors pair et deux guides hors pair, trois guides hors pair, parce que tu étais aussi improvisé un peu, Michel. Voilà, vous avez de la chance, je pense. Comme le dit la Mireille, ce n'est pas que de la chance. Vous faites en sorte que les choses se passent comme elles se passent. Et voilà, je pense qu'il était important de consacrer un petit moment à dire cela. Alors, vous avez sous les yeux l'intitulé de nos trois présentations. Vous avez remarqué qu'on s'est fait un tour de face-face. Michel Cordillon était prévu en premier, moi en deuxième, donc pour finir.
et Jean, on proposera une exploration qui embrassera la question jusqu'à l'orée du 21e, peut-être. Ça, c'est vrai. Voilà de quelle manière nous sommes départis. L'intitulé ne doit pas, en ce qui me concerne en tout cas, je l'espère, vous rebuter. C'est un intitulé précis. La question sociale à l'école du droit au travail des barricades de février à la Constitution de novembre. Oui, la question sociale, c'est que ce dont je vais vous entretenir. Le droit au travail, c'est un fil rouge, il me semble un fil rouge important sur la totalité de l'année 1848. Mais au-delà, je pense qu'il est toujours utile de revenir sur l'histoire plus générale, sur ce cours des événements entre la fin du mois de février et puis la Constitution de novembre. Donc voilà, les optiques seront diverses. Je vais de temps en temps sur le général, de temps en temps sur un petit peu plus particulier. On aura l'occasion, je l'espère, d'échanger sur tout ça. Donc j'essaierai de me limiter à une demi-heure, tout compris, ce qui est mal parti. Période courte, fin février, début novembre 1848, mais période d'une densité exceptionnelle. C'est la remarque que nous faisions encore ce matin avec mes deux compères et hier avec Michel Torpio. 1848 est un terrain d'une richesse folle qu'on n'a pas fini d'aborder. Il reste énormément de choses à faire. Sur le plan en particulier de l'articulation entre le combat politique et le combat social. Et c'est aussi de cela que je vais essayer de vous parler. République au sens politique du terme, oui. République au sens social du terme, oui et non. Ou oui avec des nuances. Ou oui, mais ça dépend des moments. Sur ce moment très spécifique de février et novembre 1848, le champ des possibles s'ouvre, comme rarement jusque-là, et puis la République évolue. Ce champ des possibles conduit à un certain nombre de choix qui n'ont pas toujours du côté de la République démocratique et sociale. Et en disant cela, je vous propose quelque chose qui est de l'ordre de l'euphémisme. On va essayer de le comprendre en s'entrant sur la question sociale. Alors, la question sociale, c'est bien difficile à définir. Ce qu'on a tous en tête, c'est que le quotidien de la classe la plus nombreuse et la plus pauvre dans la France du 1er 19e siècle est un quotidien difficile, pénible, souvent douloureux, qui s'exprime de mille manières. Mais je suis bien sûr, avec le micro, c'est moyen. Ça je suis allée au fond de la salle pour voir si on vous entend. Et ça fonctionne, d'accord. Donc voilà, le quotidien n'est pas en berne sur 2 ans. Et la République naissante de la fin février 1848 se saisit véritablement de la question. 24 février 1848, au terme de 3 jours de manifestations, insurrections, révolutions, un gouvernement provisoire est constitué et ce gouvernement va très vite. Il est républicain, mais c'est pas rien de proclamer la République. À ce moment-là, il décide de décréter le suffrage universel masculin. C'est le 2 mars, c'est-à-dire quelques jours après. Et là, on a affaire à une décision politique de toute première importance. Le corps électoral est multiplié par 40 du jour au lendemain. Et plus que des franges, des pans entiers de la population française accèdent à ce droit-là, qui est un droit absolument fondamental. Et parallèlement, et en même temps, le 25 février, c'est-à-dire très vite, c'est la proclamation du principe du droit au travail. Alors j'y reviendrai, mais il faut voir que c'est à la source même de l'élan révolutionnaire et républicain de février 1848. Le 28 février sont mis en place les principes d'une commission de gouvernement pour les travailleurs, dite aussi commission du Luxembourg. Pourquoi du Luxembourg? Parce qu'elle siège au palais du Luxembourg. Et le symbole est d'importance. Le palais du Luxembourg était le siège de la Chambre des Pairs, jusque-là, sous la monarchie julienne en particulier. Et puis, les premières semaines, c'est l'abolition de l'impôt sur le sel, c'est la limitation de la journée de travail, 10 heures à Paris, 11 heures dans les départements. C'est l'abolition aussi du marchandage dont on parlait tout à l'heure. Voilà. On en parlait, il faut considérer l'abolition du marchandage comme une décision politique et sociale de toute première importance, et je suis parfaitement d'accord avec vous sur ce point-là.
Ce qu'il faut avoir en tête, me semble-t-il, c'est que cette question sociale dont le régime nouveau se saisit, c'est une question qui empoisonne la vie politique et sociale de la France du tiers central du XIXe siècle. Avant également, mais dans des proportions qui sont tout à fait notables, par exemple dans les années 1840 de la monarchie de Juillet, à cette difficulté du quotidien se surajoute une crise économique qui touche la France brutalement, profondément, à partir de la deuxième moitié de l'année 1846. La révolution de février 1848 advient dans un contexte très défavorable économiquement, ce qui ne facilite pas du tout la tâche des gouvernements. Donc une crise économique, il y a également à prendre en compte, au-delà de cette question fondamentale des subsistances, de la montée du chômage, de l'incertitude vis-à-vis du lendemain, il y a une pression populaire forte. 1848, c'est pas simplement la France, première remarque, des peuples de l'Europe entière se soulèvent. Et en France, puisqu'on sent, pas simplement à Paris, mais bien ailleurs, des revendications qui sont des revendications extrêmement articulées et extrêmement radicales. En France, en gros, on ne va pas nous refaire le coup de 1830, d'une monarchie qui donne naissance à une autre monarchie. Ceux qui réclamaient davantage en 1830 sont assez déçus. Ils voient que le soleil de juillet 1830 passe vite. En 1848, les insurgés républicains, en particulier républicains radicaux, font savoir que cette république sera démocratique et sociale. Et les socialistes qui, à la fois, théorisent et agissent dans cette direction-là, sont très très actifs à la fin de février. Et dans le courant du printemps, la monarchie de Juillet a échoué sur la question sociale. Profondément échoué, mais pour une raison simple, c'est qu'elle n'a pas vraiment essayé de résoudre le problème. Les options, les solutions, les issues sont de l'ordre de la charité ou de la philanthropie. Il s'agissait de limiter les excès. Certains excès ont été limités. Mais le problème n'a pas été attaqué à sa source. Donc il y a tout un chantier qui s'ouvre et pour lequel des solutions innombrables sont proposées. Je pense que ça aussi c'est bien d'avoir en tête qu'il y a un bouillonnement extraordinaire de la pensée d'action politique et sociale. Là encore, on en parlait avec Michel Corguillot, qui entre autres grande qualité est un bibliophile avisé. Et voilà, les brochures de 1848, c'est un univers magique. Tout se teste, tout se tente, tout se dit. Tout est proposé à l'expérimentation. Dans des cadres qui sont des cadres classiques, par exemple les journaux, la presse démocratique et sociale pour aller vite. Mais il faudrait entrer davantage dans les nuances, on pourra le faire tout à l'heure si vous voulez, fleurit à la fin de l'hiver, au printemps 1848. J'en ai apporté un exemple ici, dans un volume extraordinaire, c'est publié chez Edis il y a quelques temps déjà. Voilà, vous avez des journaux de cette année 1848, et ensuite j'en sélectionne un, mais feuilletez s'il vous plaît, vous verrez qu'il y a des surprises à toutes les pages. Celui que je sélectionne, et c'est par hasard pour le coup, c'est l'organisation du travail, sous-titré La vérité aux ouvriers. Le numéro 1, c'est le 20 avril 48, ça se passe au cœur de Paris, une grange batelière, et l'article séminal s'intitule De l'organisation du travail, et il y a l'idée, il y a énormément d'idées. Alors je le fais circuler. Si vous voulez jeter un petit coup d'œil, et puis aussi, le sentiment, parce qu'il sent sacrément bon. Et à ce que je dis sur la presse, cette presse de la proposition politique et sociale, je pourrais ajouter plein d'éléments sur l'efflorescence des clubs. Les clubs, pas uniquement à Paris, alors que l'accent a souvent porté sur Paris, mais les clubs, les associations, les regroupements d'hommes et femmes de bonne volonté. On a parlé tout à l'heure de suffrage universel masculin, je m'en souviens. Les femmes sont présentes sur le champ politique et social, mais dans les territoires qui leur sont laissés, et de ces territoires-là, elles s'emparent. Et les clubs de femmes ne sont pas des clubs d'hystériques vésuviennes, ont bien compris, à la vraie vie, non, ce sont des clubs où les propositions jaillissent. Donc il faudrait penser aux clubs, il faudrait penser à toutes ces délégations qui se rendent à l'hôtel de ville
par exemple, ou qui se rendent à la commission du Luxembourg. J'en ai dit 2 mots, mais il faut que j'insiste sur cette commission du Luxembourg. Elle est dirigée par un homme qui n'est pas le premier venu, mais qui s'appelle Louis Blanc, et qui était un des grands penseurs, un des penseurs majeurs de l'organisation du travail, et qui, au gouvernement provisoire de février, mars, avril, mai 1848, représente une aile socialiste qui est plutôt minoritaire. Toutes ces délégations méritent d'être étudiées, et les travaux de la commission du Luxembourg sont des travaux tout à fait passionnants. Ce qu'on en a conservé comme trace, la conclusion était évidente. Bien, donc un grand élan sur lequel j'ai insisté dans un premier temps, suivi, et peut-être même plus tristement que cela, en parallèle avec la mise en œuvre de forces de freinage, de ralentissement, de remise en cause. Tout le monde n'est pas forcément convaincu de l'intérêt de la République démocratique et sociale, même chez les gouvernants de 1848. Certains sont républicains, donc sincèrement républicains, mais considèrent que l'essentiel est obtenu assez vite et qu'il faut savoir terminer cette révolution. Bien, le gouvernement provisoire se met au travail, les plus radicaux ne sont pas majoritaires. L'urgence du moment au printemps 1848, c'est de faire entrer la Deuxième République dans la stabilité institutionnelle. Le gouvernement provisoire, comme son nom l'indique, est appelé à disparaître assez vite. Et le rendez-vous, c'est un rendez-vous d'avril 1848, un rendez-vous électoral de toute première importance, puisqu'ont lieu 23-24 avril 1848 des élections législatives qui débouchent sur la constitution d'une première assemblée. Une seule, on n'est plus dans un régime de bicaméralisme, la chambre haute disparaît des perspectives, une chambre unique qui s'appelle Assemblée nationale constituante, puisque son rôle, sa mission, est d'élaborer une constitution. Cette constituante est une constituante plutôt modérée, et même assez modérée, et même modérée. Hein, on peut le dire? C'est pas la peine de prendre des pincettes. On retrouve des visages connus, et en particulier des visages de la monarchie de Juillet, à l'Assemblée constituante de 1848. Et les historiens qui ont regardé de très très près qui était représentant du peuple se sont rendus compte que ce renouvellement, ce vent de changement trouve ses limites très très vite. Et la constituante se met au travail, et les modérés prennent vite l'ascendant sur les radicaux. Dans un contexte où le flanc est difficile, il n'y a pas d'argent dans les caisses, par exemple, l'État ne sait pas trop comment financer ce à quoi ils songent. Et peut-être qu'un des tournants de cette Deuxième République naissante, c'est une décision qui est prise le 16 mars 1848, qui a à voir avec la difficulté extrême de ces temps troublés et économiquement très agités. Le 16 mars 1848 est décidé le recouvrement d'un impôt dit des 45 centimes. Et cet impôt des 45 centimes est une charge supplémentaire sur le dos des contribuables qui ont déjà bien du mal à assurer sur ce devoir de contribution. Ça aliène très probablement et vite une partie de la population qui se dit que cette République est une République qui va nous prendre notre argent. On a déjà bien de l'argent. Et ce choix politique qu'on peut comprendre, qu'on peut expliquer, est probablement un des moments clés de cette histoire de la Deuxième République naissante. Bien. De la même manière, les tensions politiques montent très vite entre les plus modérés et les plus radicaux. Alors, je n'entre pas dans une évocation générale, c'est scandé par un certain nombre d'épisodes. Vous avez une très bonne chronologie pour l'expo, dont tu es une des réalisatrices, mais pas toute seule. Vous êtes mis au travail à plusieurs. Et voilà, à partir de la chrono, on reconstitue les moments où des choses importantes se passent dans ce matin en 1848. Ce qui m'intéresse davantage, et ce sur quoi j'aimerais insister, c'est cette commission du Luxembourg, et en particulier à l'intérieur de cet ensemble de projets déployés par Louis Blanc et d'autres encore, ce qu'on appelle les ateliers nationaux. Parce que les ateliers nationaux, c'est probablement, allez, pour être diplomate, une fois encore, un grand malentendu. En fait, c'est plus grave que ça. C'est plus grave qu'un malentendu. Pourquoi? Parce que Louis Blanc a une pensée de la vie en société qui est très élaborée, très articulée.
privée. Organisation du travail, c'est pendant la monarchie julienne, 1839-1840, un texte théorique d'extrême richesse, mais ce n'est pas le blanc qui met en place les ateliers nationaux. C'est un ministre qui s'appelle Marie, qui est en charge des travaux publics, et qui est d'Auxerre, on n'a rien à manger. On n'a jamais dû dire ça. Marie, en charge des travaux publics, et qui a des visions très différentes de la vision de Louis Blanc. Pas vraiment l'organisation du travail, au sens d'une refondation de la relation. Il ne s'agit pas de mettre en place des ateliers sociaux. L'atelier social a une définition très très précise. Non, il s'agit de résorber le chômage, de limiter les risques de crise politique en particulier, et puis de réutiliser de vieilles recettes, comme la recette des grands travaux. Ça occupe les gens. Il y a beaucoup de terrassement dans ces années-là. Le droit au travail, qui était une proclamation de février 48, se perd dans les limbes dès le moment des ateliers nationaux. Nous sommes plutôt dans des logiques de chantier de charité, avec énormément de problèmes à la clé. C'est-à-dire qu'il y a tellement besoin de travail dans cette France du printemps 1848 qu'aux 10 000 membres des ateliers nationaux auxquels il était fait appel dans un premier temps, succèdent des groupes beaucoup plus conséquents sur le plan quantitatif. Il y a plus de 100 000 personnes employées aux ateliers nationaux. Il faut bien les payer. Il faut quand même leur donner du travail qui a du sens. Il y a une dignité ouvrière à respecter, si possible. Et puis, des tensions émergent dans la société, des critiques sur la concurrence que les ouvriers des ateliers exerceraient, ou des critiques sur le fait qu'il y a quand même pas mal d'étrangers là-dedans. Puis il y a des provinciaux difficiles à contenir parce que un petit peu remuant, alors les rumeurs progressivement, et atteignent des proportions tout à fait remarquables. En mai et en juin 1848, les ateliers nationaux entrent dans le collimateur de l'Assemblée nationale. Et un certain nombre d'orateurs et d'hommes politiques qui refont surface, comme Falloux, disent qu'il serait peut-être temps de s'arrêter, ça coûte trop cher et ça ne sert à rien. C'est une source immédiate de cet autre basculement tragique dans l'histoire de la Deuxième République. Ce n'est pas la seule source, mais c'est en est une des étoiles de déclenchement. Cet événement tragique, c'est l'insurrection de juin 1848. Le 20 juin 1848, il est décidé que les ateliers nationaux changent complètement de sens. Que les ouvriers employés aux ateliers nationaux auraient bien mieux à faire, c'est-à-dire qu'ils auraient intérêt à s'enrôler dans l'armée ou à partir dans les départements. Et l'insurrection ouvrière, populaire, ouvrière au sens large du terme, populaire de juin 48, elle trouve sa source, entre autres là. Alors il ne faut pas en sous-estimer l'importance. En termes de nombre de morts, on en parlait tout à l'heure, on ne saura jamais. Mais l'unité, c'est le millier, c'est pas la centaine. Et quand je dis le millier, c'est pas 1000 ou 2000. On est plus près des 5000, 6000, ou voilà, c'est dans ces eaux-là. N'oubliez pas non plus que bien des hommes et des femmes ont leur vie brisée, se déploient pendant des semaines, des mois et des années qui suivent juin 1848. Guerre sociale, dans une certaine mesure, là aussi les historiens ont énormément travaillé, il est difficile de déterminer les motivations et de comprendre finement les lignes de clivage, parce que les lignes de clivage entre un combattant du côté de la République modérée et un combattant du côté d'une République sociale, c'est parfois d'une finesse extrême à l'intérieur du même immeuble, dans le même pâté de maison. Vous avez des logiques de l'engagement qui diffèrent profondément, et donc voilà, il faut 1000 critères à mettre en relation. Des historiens anglo-saxons, par exemple, se sont prêtés à cet exercice de manière tout à fait remarquable. Je pense ici à Mark Chorbuck, mais il n'est pas le seul, plein d'autres ont essayé de comprendre ce qui s'était passé en juin 48. Le traumatisme, il est très perceptible dans la vie politique et au-delà. Un historien allemand, cette fois-ci, qui s'appelle Dolf Höller, a étudié 1848 par le biais de la littérature en parlant du spleen et de l'oubli. Et il ne sous-estime pas du tout ce qui se passe. Chez Baudelaire, chez Flaubert, chez Herzen, chez d'autres encore. Mais j'insiste pas là-dessus. Je dis simplement que, voilà, au niveau du sol, du côté de ces hommes et de ces femmes qui se battent en 1848 pour une république démocratique et sociale. Le problème, c'est qu'en face, ils sont aussi des républicains, mais la république d'en face, c'est pas la même. Pour
pour une république démocratique et sociale. Il y a Jean-Pierre Hippolyte, personne ne le connaît, à part Louis Henker, qui est un historien qui a travaillé sur ces questions-là. Et Jean-Pierre Hippolyte, lorsqu'il est interrogé plus tard, j'ai dit que la répression s'installait dans la durée. C'est en 1850 qu'a eu le procès de Jean-Pierre Hippolyte pour ce qu'il a fait en 1848. Et qu'est-ce qu'il dit à ses juges? Et il a du cran. Il dit, moi je suis allé me battre pour un gouvernement qui nous donne du travail. C'était ça, la question du travail était absolument essentielle pour bien évidemment. Mais pas qu'il nous donne n'importe comment, qui réalise la République du travail. Et de la même manière, il dit que sa République, c'est la République démocratique et sociale. Dire ça en 1850, ça témoigne d'un aplomb de commun. D'ailleurs, il le payait assez cher, hein. Pas que lui. Bien, ça c'était le deuxième moment. Mais là, on sent bien qu'une dynamique est enclenchée, qui est plutôt une dynamique défavorable à la République démocratique et sociale. La suite, eh bien, c'est l'été, c'est l'automne 1848 jusqu'à la Constitution de novembre. Un certain nombre de reculs, des reculs estivaux, après le 26 juin 1848. Là encore, je marche à très grandes enjambées, je rate plein de choses dont on va pouvoir parler si vous souhaitez ensuite. Mais quelques points de repère quand même. Parmi ceux qui me semblent tout à fait dignes d'attention, et ça se passe à l'Assemblée constituante, et nous sommes le 31 juillet 1848, un discours de Proudhon. Un discours de Proudhon qui est un discours à tonalité profondément sociale. Il s'agit de réfléchir sur le crédit gratuit. Là, ça correspond à des expériences concrètes, terre à terre, des Français de 1848. Crédit gratuit, banque d'échange, mais où trouver l'argent? Il propose des solutions absolument inacceptables par la majorité modérée de l'Assemblée, qui, quasi dans sa totalité, s'est tressée avec une extrême violence contre les insurgés de chemin. Et ce qui se passe, c'est que la proposition de Proudhon est quasiment, n'est même pas mise au voie, si je me souviens bien. C'est-à-dire qu'il est proposé de la remettre en cause dans son existence même. Il y a une motion qui passe par 680 voix contre deux. Il y en a deux qui sont pour. Sur les deux, vous comptez déjà Proudhon. Vous en ajoutez un, on sait qui c'est, il s'appelle Proudhon. Et c'est tout. Et c'est tout. Et c'est très violent politiquement ce qui se passe le 31 juillet 1848. Puis parmi les plus violents, il y en a un dont je reparlerai dans 5 minutes qui s'appelle Adolphe Thiers. Et qui se fait, bon c'est ça, avec énormément de talent. Bien. Ça c'est la première date, le premier petit jalon. Deuxième petit jalon, vous verrez que ça parle aussi, vous vous souvenez que j'ai parlé de la limitation de la journée de travail à 10 ou 11 heures, selon les cas. Le 9 septembre 1848, augmentation de la journée de travail, jusqu'à 12, sur la totalité du territoire. Voilà l'abandon, un peu en catimini, d'un acquis de la fin de l'hiver 1848. Lorsque les républicains les plus avancés se réunissent le 21 septembre 1848, pourquoi le 21 septembre 1848? Pour fêter la première république. Eh bien, leur slogan, République démocratique et sociale, deviennent assez inaudibles dans l'espace public, même si ça continue à faire sens pour des tas de gens, mais ces gens-là ont appris à être un petit peu plus prudents ou à changer leur stratégie d'affirmation militante. C'est avec je regarde comme aujourd'hui, c'est bon, 5 minutes, c'est avec les débats sur la Constitution, vous voyez que j'arrive au bout de cette première partie de la série de présentations, c'est avec les débats sur la Constitution de 1848 qu'on se rend compte que la République sociale et singulièrement la question du droit au travail passe aux oubliettes. Le texte est un texte stratégique. Les débats sont des débats passionnants, préparés par une commission qui s'appelle la commission de constitution, où chacun essaie de se placer. Et la commission de constitution est très vite contrôlée par des très mauvais maîtres. Et j'aimerais bien vous donner à entendre quelques aspects de ce qui se dit, ou de ce qui se dispute, ce qui se débat dans cet été 1848, dans la perspective de quelques extraits choisis. Je pense que les enjeux sont présentés par les orateurs de manière tout à fait limpide. Premièrement, 14 septembre 1848. 14 septembre 1848,
Le débat porte sur le préambule. Le préambule donne l'orientation générale de la Constitution. Un représentant du peuple qui s'appelle Glébizouin. Intéressant étude, Glébizouin. Plutôt breton, lui. C'est ça? Il est breton, Glébizouin. Bon. Propose un texte reconnaissant, je le cite, le droit à l'existence par le travail. Le droit à l'existence par le travail. La proposition de Glébizouin donne lieu à un débat parlementaire d'une intensité extrême, où chacun se positionne, parfois pour ce droit à l'existence par le travail, souvent contre. Et là, les esprits s'échauffent, les arguments s'échangent avec de temps en temps une véritable brutalité, et celui qui l'emporte, si on essaie de mettre des visages sur les idées, c'est un homme qui s'appelle Dufort, Armand Dufort, et qui est plutôt partisan d'une république des devoirs qu'une république des droits, qui considère que la république a un certain nombre de devoirs vis-à-vis des citoyens, mais qu'il ne faut surtout pas transformer cette revendication du travail en un droit. Et voici ce que dit Armand Dufort le lendemain de ce grand débat du 14 septembre 1848. Je le cite. La religion chrétienne, parce qu'elle est là, elle est très présente. La religion chrétienne a produit dans le monde la plus grande des révolutions sociales qui jamais ait été traitée. Elle a affranchi le sujet de la subordination aveugle et servile envers le souverain. Elle a relevé la femme de l'humiliation dans laquelle elle vivait. Elle a brisé les faibles et les esclaves. Elle a égalé le pauvre et le riche. En d'autres termes, le travail est déjà fait. Il s'agit simplement d'adapter aux situations, adapter éventuellement aux tragiques des situations, mais Dufort le dit, et Thiers le dit lui aussi, la pente naturelle est plutôt une pente du progrès. À l'intérieur de ce dispositif, pas la peine de proclamer un droit qui est considéré comme un droit dangereux, dont s'emparerait les ouvriers pour réclamer sans cesse plus. C'est Dufort qui l'emporte. Le 2 novembre, une sorte de chant du cygne des partisans du droit au travail, par la voix de Félix Piat, partisan d'une république démocratique et sociale. Et il prend la parole à la tribune de l'Assemblée, et voici ce qu'il explique, ou ce qu'il proclame. Quand le travail sera un droit, le travailleur sera associé et il ne se révoltera plus. Alors là, il y a une dimension stratégique à prendre en compte, on est encore dans le traumatisme de juin 1848, mais il y a un mot qui est très très important dans la phrase de Piat, c'est le mot association. Alors que Dufort et Thiers disent que le droit au travail c'est l'anarchie, bah ces hommes qui rêvent d'une république démocratique et sociale disent non, la clé elle est dans l'association et dans les mille formes de l'association. Piat est peu entendu, hein. La République doit, dit-il, par une assistance fraternelle, vous voyez, la République doit, par une assistance fraternelle, assurer l'existence des citoyens nécessiteux. D'accord? C'est un droit qui doit être accordé aux citoyens. Ce droit-là reste à l'état d'un souhait minoritaire. La Constitution de novembre 1848 que vous pouvez admirer à l'exposition, la Constitution de novembre 1848 n'accorde aucune place au droit au travail, tel qu'il avait été imaginé, défendu et revendiqué par ces hommes dont je vous ai parlé. Alors la suite de l'histoire, à la suite de l'histoire, ce sera Michel, puis ce sera Jean. Mais quand même, pour opérer une transition, la suite de l'histoire, c'est une montée très perceptible, très remarquable d'un antisocialisme. Déjà présent au printemps 1848, un antisocialisme qui a découlé plus franche pendant l'été 1848 et puis qui s'exprime dans toute sa force à l'automne 1848. L'antisocialisme, c'est un livre de Adolphe Thiers qui est sur le plan doctrinal assez faible, vous êtes d'accord avec ça, qui s'appelle De la propriété, mais qui est une arme de guerre d'une puissance incroyable, diffusée dans des quantités industrielles.
C'est de la propriété de tiers, qui est une charge contre le socialisme et ce qu'il appelle aussi le communisme. Et puis c'est ça aussi. Alors, je ne suis pas du tout un ami des nouvelles technologies. Moi, j'en reste au support matériel. C'est ça aussi l'antisocialisme. C'est ce qu'on appelle la foire aux idées. C'est une caricature. Si... je n'ai pas pu m'en empêcher. Il faut bien que je le dise. On n'est pas toujours d'accord sur tout. Donc voilà, j'aime bien ça. La foire aux idées, c'est Bertal, un grand caricaturiste, qui croque, ça passera parmi vous si ça vous amuse, qui croque un certain nombre de chefs socialistes. Nous sommes en octobre 1848. Vous les reconnaissez peut-être. Là, je quitte le micro un instant. Je finirai avec ça. Parce que ça se passe de commentaires. Allez, on commence avec lui. Ce qui m'intéresse, c'est le gars à lunettes, là, avec les petites lunettes. C'est pas Thiers. C'est d'antisocialisme. Donc voilà, il ne s'agit pas de ridiculiser Thiers. Les petites lunettes, j'ai entendu son nom, il est ici. C'est Proudhon. C'est Proudhon, il est là avec un aval à propriété. Ça vous aurait suffi pour constituer la scène. Pardon? Oui, voilà, l'aval à propriété, est-ce qu'il y a quelque part à propriété? Oui, c'est là, la propriété, c'est le vol. Absolument. Et puis vous avez quelques-uns de ces larrons enfoirés, donc c'est ça. Ici, Victor Considérant, reconnaissable à sa moustache. Est-ce qu'il est reconnaissable? Non, lui, il n'a pas une queue fourriériste, mais eux, là-haut, ils ont la queue fourriériste. Si ça vous intéresse, on pourra parler de la queue fourriériste. Elle est rigolote parce qu'elle est équipée d'un... Bon, j'en dis pas plus. Ça permet, par exemple, de préparer la popote et puis de lire à distance, bien. Et si c'est pas n'importe qui comprend rien. Et puis vous avez un minuscule orateur qui gesticule, mais qui est entendu par personne, vous voyez. Il a besoin de 4 étages à peu près pour être à la hauteur des autres. Il est effectivement tout petit, mais c'est pas une demande d'être tout petit. Sauf que là, ça devient un peu politique. Son prénom c'est Louis, son nom de famille c'est Blanc. C'est le Louis Blanc tout à l'heure, la commission du Luxembourg. Il était tout petit, vraiment petit, peut-être aussi petit que mon Charbon, mais je joue à peu près dans la même catégorie. Oui, donc il avait du mal à se faire entendre. Ici, là j'habite Pierre Leroux, le hirsute, aussi associé, mais c'est une pensée vraiment riche, vraiment passionnante, la pensée de Leroux. Là, il devient une espèce de... Ah ben là, on n'est pas d'accord. Ça va finir en pugilat, donc en fait, entre le numérique et puis Pierre Leroux. Donc Pierre Leroux, pardon, Pierre Leroux, et puis à sa gauche, un flanquant Pierre Leroux, vous la connaissez, mais vous la connaissez à la fois pour la politique et puis pour la littérature. C'est Georges Sand, vous verrez Georges Sand qui n'est pas gâté non plus. Et puis je finis peut-être avec lui, ça nous donnera l'occasion à la fois de discuter si vous le souhaitez, et puis de redémarrer avec Michel tout à l'heure. Vous en avez un autre ici dont je n'ai pas parlé, et pourtant sa pensée est présente, même si lui, il a déjà fait le choix d'autre chose. Cet homme-là a fait le choix des États-Unis. Ah, ça va être intéressant parce qu'il est passionnant cet homme-là. Il s'appelle Étienne Cabet. Et il se prétend communiste. Voilà, tout à fait, tout à fait. Son vie de la propriété, c'est le vie de la propriété de l'Icari. Ça renvoie à un texte que Cabet a, j'allais dire, a signé. Dans un premier temps, c'était pas son nom. C'était Lord Carlisle, quelque chose comme ça. Bien, puis ensuite, il endosse ce texte-là. Voilà, tout à fait. Mais au départ, c'est pas son nom. Mais c'est lui qui l'a écrit, bien entendu. Et il présente Icari, c'est-à-dire une société autre, une société qui ne soit pas la société de l'oppression sur la place la plus nombreuse et la plus forte, on prend l'expression tout à l'heure. Bien, ce malheureux Cabet, avec une sorte de visière devant les yeux, limite grotesque, ou complètement grotesque, il est en train d'essayer d'appâter le chaland avec derrière lui une carte d'Icari. Ce qui m'intéresse ici, et j'en finirai avec lui en même temps avec cet homme-là qui dit ça ne durera pas longtemps, ne vous inquiétez pas, ils vont bientôt emballer leurs affaires, tous ces gars-là. La capitale d'Icari, vous vérifierez par vous-même. La capitale d'Icari. C'est pas classique. Ah oui, il faudrait gratter, comment ça se passe ces choses-là. Ouais, moi je triche parce que je fais des arbres. Ça commence par chat, ensuite il y a rang et on finit à tout.
Voilà.